la grande salle faiblement éclairée d'ocre d'une ancienne demeure noble d'Afrique de l'Ouest, au crépuscule, des piliers de bois sculptés projettent de longues ombres sur le sol en terre cuite, tandis que la famille Diop, au complet, se réunit sur des nattes tressées. Des lampes à huile vacillent sous les portraits encadrés d'ancêtres sévères en robe de cérémonie, leurs yeux peints semblant scruter chaque mouvement. Au centre, le patriarche vieillissant, Amadou Diop, est assis, raide comme un piquet, sur une chaise à haut dossier. Son boubou blanc est impeccable, une boîte en ébène sculptée, la fameuse boîte de Pandore de la famille, repose sur un tabouret bas devant lui. Les murmures s'apaisent lorsqu'il s'éclaircit la gorge d'une voix rauque mais autoritaire. Ce soir, certains secrets ne peuvent plus rester enterrés. Son fils aîné, Malik, serre les mâchoires, ses doigts tapotant nerveusement sur son genou, tandis que sa fille cadette, Aïcha, fixe la boîte avec un mélange de peur et de fascination, l'air étant lourd d'encens et d'une appréhension inexprimée. Plus tard dans la nuit, dans la petite chambre encombrée d'Aïcha, la seule lumière provient d'une lampe à pétrole posée sur un bureau en bois branlant, projetant une lueur chaude sur des piles de manuels de droit moderne et de vieux souvenirs de famille. Assise en tailleur sur son tapis de raffia, les yeux encore grands ouverts, Aïcha repasse les paroles de son père, tandis que le chant rythmé des grillons filtre par la fenêtre aux volets ouverts. Sa cousine, Fatou, vêtue d'un pagne coloré en wax, est appuyée contre le mur, les bras croisés, et murmure « Tu as vu comment Malik tremblait quand papa a parlé de la boîte ? Il cache quelque chose, j'en suis sûre. » Aïcha caresse un vieux médaillon terni qu'elle porte et répond doucement « Tout le monde cache quelque chose ici, Fatou. Même moi, je ne sais plus qui croire. » Dehors, les tambours lointains d'une fête voisine résonnent faiblement, un contraste ironique avec la tension qui règne dans la pièce. Dans la fraîcheur de l'aube qui règne dans la cour intérieure, où un baobab solitaire se dresse tel un gardien silencieux, Malik arpente le sol compacté, ses sandales de cuir soulevant de minuscules nuages de poussière. Le ciel, d'un indigo profond, se fond lentement dans le gris, et les premiers oiseaux commencent à chanter, tandis que les murs de l'enceinte se dressent autour de lui, hauts et protecteurs, mais soudain suffocants. Son jeune frère Karim, vêtu d'un simple t-shirt et d'un pantalon ample, s'approche, le regard inquiet, serrant un chapelet. Il demande « Grand frère, pourquoi papa veut-il ouvrir cette boîte maintenant ?» Malik s'arrête, la mâchoire crispée, et répond « Parce qu'il préfère laisser les morts nous juger, plutôt que d'avouer qu'il nous a menti toute notre vie. » Le chapelet de Karim cliquette nerveusement entre ses doigts, tandis qu'une chèvre belle non loin de là, les bruits ordinaires du matin contrastant avec le poids extraordinaire de ce qui va arriver. Plus tard dans l'après-midi, dans le bureau du patriarche, des rayons de soleil crus et blancs perçant les volets de bois, inondant la pièce et les étagères croulant sous les vieux livres de droit, les chroniques reliées cuir et les cartes coloniales décolorées. Amadou est assis derrière un lourd bureau en acajou, un ventilateur tournant paresseusement au-dessus de lui, tandis qu'Aïcha se tient en face, le dos droit mais le regard suppliant. Sur le bureau, une enveloppe jaunie repose à côté d'une clé en laiton. « Baba, je mérite de savoir avant tout le monde », insiste-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. Amadou retire ses lunettes et se frotte l'arête du nez, les rides de son visage se creusant tandis qu'il répond « Tu mérites la vérité, oui, mais la vérité ne sait pas faire de différence entre l'innocent et le coupable. » Le tic-tac d'une vieille horloge murale devient presque assourdissant dans le silence qui suit, tandis que des particules de poussière flottent comme de minuscules fantômes entre les deux. Alors que le soleil se couche dans un éclat orangé sur le hall central de la propriété, la famille est rappelée. L'air est lourd de chaleur et d'attente, les murmures des prières se mêlant au doux crépitement des lampes à huile. Le coffret d'ébène repose désormais au centre d'une table basse recouverte d'une nappe indigo, entourée des aînés et des plus jeunes, certains vêtus de boubous brodés traditionnels, d'autres de chemises occidentales impeccables. Amadou, les mains tremblantes, insère la clé de laiton dans la serrure ancienne. Le clic métallique résonne étrangement fort dans le silence de la pièce. « Avant que je n'ouvre ceci, » dit-il en regardant chaque visage tour à tour, « comprenez que les secrets que nous portons nous détruisent plus sûrement que la honte qu'ils révèlent. »
Fatou serre la main d'Aïcha si fort que leurs jointures blanchissent, et quelque part dans un coin, une tante commence à réciter un proverbe à voix basse, comme pour les protéger de ce qui va se déchaîner. Plus tard dans la soirée, sur la véranda arrière ouverte sur la nuit et encadrée par des bougainvilliers grimpants, Malik se tient seul, le regard perdu dans l'obscurité au-delà du muret de pierre. Le bruit lointain des motos et de la ville se perd dans la brise chaude. Derrière lui, les voix étouffées de parents qui se disputent s'échappent du hall, ponctuées de temps à autre par un cri de douleur, tandis que les révélations de la boîte, titres de propriété falsifiés, actes de naissance dissimulés, lettres prouvant une ancienne trahison, se répandent dans la famille. Aïcha s'avance silencieusement sur la véranda, la lune projetant un éclat argenté sur son visage, et dit « Donc, la noblesse de notre nom repose sur un vol ». Malik laisse échapper un rire amer sans se retourner. Dans ce pays, petite sœur, qui peut jurer que son trône est propre? Un chien aboie au loin, tandis qu'elle vient se placer à ses côtés. Tous deux fixent l'obscurité incertaine et mouvante, qui reflète désormais l'avenir de leur lignée, autrefois intouchable.